Bonjour Panayotis Grigoriou, Bonjour. bienvenue à Paris, vous êtes de passage. Nous ne pouvons pas vous recevoir au mercredi de l'ANA parce que vous serez reparti lorsque nous reprendrons nos réunions, mais j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. Vous êtes déjà intervenu dans nos réunions, ou directement, ou depuis Athènes en duplex, pour nous informer sur la situation en Grèce. Alors, les Français ont un peu oublié la Grèce depuis quelques années. La seule chose d'un peu constant qu'ils ont pu entendre avant l'été, c'était que les choses allaient beaucoup mieux en Grèce, que la Grèce était quasiment sortie d'affaires, sortie de la crise, et que le pays et ses habitants allaient connaître à nouveau des jours heureux. C'est ce que disait Pierre Moscovici, c'était le message de la Commission européenne. Est-ce que c'est votre point de vue? Non, ce n'est pas mon point de vue. Et je vous remercie pour la question. Et le problème, c'est que ce n'est pas le point de vue de la majorité des Grecs. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, par contre, c'est que nous sommes dans une situation où, même, je dirais, dans mes écrits, je l'explique, j'espère, suffisamment de manière claire, que nous ne sommes pas dans une crise au sens, donc crise, paroxysme, et puis on va passer à une situation, je dirais, moins problématique. En réalité, ce qu'on peut appeler la dite crise grecque, et puis je me souviens combien on avait discuté déjà, c'était vers 2012, 2013, 2014, est une mutation. Donc en fait, c'est un changement qui est introduit en partie donc, de l'extérieur, via ce qu'on a appelé la crise de la dette, et puis des politiques qu'on appelle d'austérité, mais ça va au-delà, parce que ce n'est pas qu'un problème de politique d'austérité, ont introduit, premièrement, pour prendre les choses un peu dans l'ordre, un nouveau régime politique. Donc, en réalité, on est dans un régime politique où la Constitution est sans cesse violée. Donc, évidemment, les accords avec la Troïka, donc on nous dit que la Troïka n'est plus là et que donc la Grèce est sortie du carcan, ce qui est faux, parce que il y a à peu près 750 lois mémorandaires. C'est une loi promulguée donc, sous la pression et l'obligation de la Troïka au forceps, qui en partie viole même certains articles de la Constitution, et que ces lois-là sont évidemment parfaitement appliquées. Mais pourquoi est-ce que la Constitution est violée? Les lois sont votées par... Oui, les lois sont votées par une assemblée. L'Assemblée, oui. Ce sont des lois, ce sont ce qu'on appelle communément en Grèce des grosses lois cadres. Ça peut être des lois qui font de 750 à 7000 pages. Le dernier mémorandum 3, donc, à l'initiation d'ailleurs de la Troïka, mais sous les gouvernements de Tsipras II, est un texte d'à peu près 7000 pages, qui, originalement, en partie en tout cas, conçu au sein des cabinets d'experts, qui plus est à Londres, paraît-il, et en anglais, qui est à peine ou très mal traduit, et que de toute façon les députés ne lisent pas. Et on a eu là aussi par le passé, lors du mémorandum 2, là on était à peu près à 750 pages, des membres du gouvernement et des députés qui déclaraient devant les micros et les médias que de toute façon ils n'avaient pas lu le texte. Parce
peut pas le lire. Et ce sont des textes. Pourquoi viole-t-il, par exemple, la Constitution? Parce que lorsque il y a certaines libertés ou droits sociaux ou, je dirais, une certaine manière de voir et surtout d'appliquer, on va dire l'équité, pour ne pas dire l'égalité, vis-à-vis par exemple de l'imposition, tout ça vole en éclats. Et donc on arrive à cette situation qui est parfaitement institutionnalisée actuellement. Donc ces lois sont toujours là. Et ce que j'ai dit depuis quelques temps, maintenant on est dans un putsch permanent. Donc, en fait c'est une gouvernance, comme certains aiment le terme, évidemment. Moi, je mets des guillemets, mais c'est pour un peu faire comprendre. Voilà, c'est ça l'essence de la gouvernance. C'est on est dans des lois d'exception et tout est, si vous voulez, tout est balayé. Par exemple, les lois quant à la protection des sites naturels. Les sites naturels Natura 2000, par exemple, ne les sont plus. Les règles d'urbanisme. Récemment, il y a eu un nouveau scandale qui s'ajoute à d'autres. Quant aux normes je dirais, des constructions à Athènes, il y a donc maintenant des hôtels, notamment un premier, qui fait de l'ombre à l'acropole. Les règles à Athènes, l'époque, l'urbanisme, et ceci depuis le 19e siècle, consistait à ne pas ériger d'immeubles qui gêneraient la vue, donc devant ce que les Athéniens et les Grecs appellent parfois les rochers sacrés. Or, voilà un immeuble de 10 étages très près, qui a scandalisé tout le monde, et qui, comme par hasard, le ministère découvre que oui, peut-être, ils font semblant de ne pas savoir comment l'autorisation avait été accordée, et puis de fil en aiguille, le bâtiment il est terminé. Et tout est comme ça. C'est-à-dire on voit des pratiques, des comportements, ça peut être donc l'urbanisme, évidemment n'en parlons pas, c'est pour ça que j'ai évoqué les lois mémorandaires et dites d'austérité, parce qu'il n'y a pas que l'austérité. Évidemment, quant aux droits sociaux, tout ça, ça a été entre guillemets, si j'ose dire, largement acquis. Donc on est dans une continuité et les choses ne vont pas donc mieux parce que premièrement entre guillemets la grande réussite de ces nouveaux régimes, enfin c'est un régime d'exception en réalité mais qui devient la règle, c'est pour ça que les Grecs parlent aussi d'un régime d'occupation parfois. C'est donc ces régimes d'exception, il devient donc la règle. Et pour ce qui est des réalités palpables, on va dire sociologiques, bon, premièrement, c'est l'effondrement provoqué de ce qu'on appelle la classe moyenne. Donc, nous sommes passés de 70% des classes moyennes à 30%. Grosso modo, après. D'où d'ailleurs les paradoxes apparents. C'est-à-dire lorsqu'on visite Athènes, on va voir que les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins. En plus, il y a aussi ce qu'on appelle la déferlante Airbnb et le tourisme, plus l'installation donc, des gens venus des 4 continents suite à une politique des visas qui permettent à des ressortissants, par exemple chinois ou turcs, s'installer à Athènes en achetant de l'immobilier. Donc il y a un semblant de vraiment une vraie vie économique, ce qu'il faut. Donc lorsqu'on gratte un peu, on sait que c'est pas ça.
Et surtout, donc évidemment, Athènes capitale ou les îles, effectivement, ce sont des îles où il y a du tourisme et qui sont très peu peuplées. Les Cyclades, ce sont même pas 120 000 habitants. Donc c'est une guerre significative sur un pays de 10 millions d'habitants. Donc ce que je vais dire par là, c'est que d'après des statistiques très récentes que j'ai lues dans la presse, on va dire mainstream, mais néanmoins des reportages, je dirais, sérieux, il y a à peu près entre 55 et 60% des Grecs qui ne s'en sortent pas. Donc ça, c'est la statistique. Et ces gens-là, ces citoyens, on ne les verra pas. C'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui vont remplir donc, les terrasses des cafés, ils vont rester chez eux. Donc en fait, lorsqu'on visite le pays, et puis Athènes, il y a quand même des plus hauts revenus quelque part, hein, parce que c'est un peu l'équivalent de Paris-Île-de-France. 30% sur 4 millions et demi d'habitants, ça fait du monde, donc ça suffit quelque part pour donner cette apparence. Mais pour le reste, on visite, on va dire, la Grèce profonde, voire même les Péloponnèses historiques et d'ailleurs touristiques, mais une fois qu'on quitte donc les villes un peu comme Nauplie, etc., le reste est vide. Donc le pays s'est vidé. Donc on est dans une nouvelle situation. D'après toujours cette même presse, il y a à peu près 4 millions de personnes physiques et donc de personnes morales en fait, qui sont redevables envers le fisc, ce qui fait donc à peu près, si on fait les calculs, un peu moins la moitié de la population du pays, qui sont redevables entre, on va dire, 50 €. Ce qui veut dire que, voilà, il y a un problème. C'est-à-dire, lorsque vous avez une telle partie de la population qui n'arrive pas à être à jour vis-à-vis donc ses obligations, c'est qu'il y a un problème et qui va au-delà des stéréotypes. Les gens du Sud ou les Grecs ne paient pas leurs impôts, etc. Donc après, les pays est, pour les dire gentiment, sous tutelle. Et il y a aussi la mise à disposition d'une hyperstructure, une hypercaisse. C'est un peu l'équivalent de la Troïka qu'on avait connue jadis pour l'Allemagne de l'Est, donc qui liquide les biens de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est cette hypercaisse un peu à la grecque, initiée donc par la Troïka élargie. Donc elle est toujours là, et là donc cette priorité quant à la liquidation des biens grecs, de tous les biens publics du pays pour 99 ans. Donc ça, M. Moscovici le sait. Donc là, on est, si vous voulez, on est dans des changements radicaux. Ça touche quel secteur là? Ça touche, ce qui est plus visible, ce sont les infrastructures, les autoroutes, les ports, les aéroports, les côtes, c'est-à-dire la fameuse Riviera d'Athènes, potentiellement on n'est pas loin du Pirée jusqu'au Cap Sounion, où il y a évidemment du domaine public des plages. Tout potentiellement peut être donc mis à disposition donc pour des ventes. Donc déjà, on nous a annoncé il y a à peu près 2 semaines que 10 ports supplémentaires seront donc vendus, et puis des ports stratégiques, notamment le port d'Igoumenitsa, qui est donc l'entrée nord-ouest, donc Italie adriatique méridionale, et puis les ports d'Alexandroupolis, pas très loin des Dardanelles, on est très près de la frontière turque. Donc là, on est aussi dans la géopolitique. Donc après, il y a eu un énorme scandale
pas tout à fait élucidé en tant qu'affaire. Il y a quelques mois et quelques semaines même, où l'ordre des archéologues, un peu comme l'ordre des architectes, a tiré la sonnette d'alarme en disant, vous savez, nous, dans nos services, on reçoit donc des documents qui précisent que tel et tel et tel site n'appartient plus donc à l'État, mais à la Troïkande, à la grecque, à Taipei, à Saint-Hyperkès. Donc potentiellement, ces sites-là, ces sites donc, qui ont été nommés, entre autres le Knossos, donc le palais, les sites des Minoens en Crète, la vieille ville fortifiée de la Canée, par exemple la Tour Blanche de Thessalonique, les tombes macédoniennes donc Philippe à Vegina, donc en Macédoine grecque au nord du pays, ainsi de suite. Et des fils en aiguille, la presse a fini par, fort heureusement pour une fois, parce qu'elle fait parfois son travail, à avoir une idée plus concrète de l'ampleur des dégâts, si j'ose dire, et on a évoqué à peu près un chiffre de 2500 sites. Donc ça peut être des musées, ça peut être juste quelques fortifications anciennes. Bon. Et au bout de quelques semaines, donc le ministère de la Culture, qui jusque-là il donnait pas trop signe de vie, a prétendu que voilà, on a donc, produit un décret et on va exempter finalement ces biens de... Mais les Grecs restent très dubitatifs. Mais comment un gouvernement de gauche peut-il justifier une telle politique de pillage et de soumission à des logiques complètement étrangères et dévastatrices? Et alors, parce que ces gouvernements dits des gauches est un gouvernement, premièrement, qui a cédé, pour le dire gentiment, et c'est un gouvernement qui a fait volte-face, c'est un gouvernement qui n'a pas du tout tenu compte donc, du résultat du référendum de 2015 qu'il avait tout de même provoqué, et qui ensuite est venu signer un mémorandum quand même pire des textes analogues que des gouvernements précédents, on va dire la coalition entre la droite et les socialistes, enfin le PASOK, avait signé entre 2010 et donc 2015. Et donc cette réalité fait dire maintenant de manière très ouverte à beaucoup de Grecs, d'ailleurs on l'entend à la radio ouvertement, que ce gouvernement est un gouvernement composé de traîtres et que ces gens-là non seulement ils gouvernent mal, ce qui n'est pas nouveau dans l'histoire grecque, mais ce sont des hommes et des femmes politiques qui haïssent leur patrie, qui haïssent leur pays et qui, pour rester au pouvoir, et donc je cite, hein, et donc bénéficier de privilèges, pour les nommer ainsi, ils n'hésitent pas à épouser à la fois la cause de grandes puissances, de la Troïka, voilà. Et je dirais que, moi, mon analyse, parce que, vous voyez, je dirais qu'on a le droit parfois d'être naïf dans l'évolution historique. Et donc, il fut un temps, on en avait discuté, c'était dans les premières années, avant l'arrivée de Syriza au pouvoir, j'avais été bienveillant, si vous voulez, envers Syriza, de manière très honnête, puisque c'était des gens qui
qui prétendait combattre donc, la Troïka en disant qu'on va mettre fin à cette soumission, on va renforcer, par exemple, entre autres, le comité d'audit sur la dette grecque, Éric Toussaint et des gens, je dirais, très compétents, très vaillants et très honnêtes. Et même si les Grecs avaient tout de même pensé que, évidemment, Syriza n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'au bout, mais qu'en tout cas, il y aurait une autre politique avec des compromis, parce que il faut quand même se rendre compte des réalités, voire des réalités géopolitiques. Eh bien non, parce que là, ce qui s'est passé, c'est vraiment en apparence la transformation. Nous pensons que ce n'est pas la transformation, que finalement ces gens-là étaient préparés pour quelque part, mais en apparence la transformation très rapide de cette caste politique, on va dire les gens de Syriza, ils sont passés du statut donc des critiques, donc des gens qui étaient très critiques avec des propositions, on va dire positives, et à un comportement et à des actions qui sont complètement les contraires de ce qu'ils avaient prétendu avant, et surtout dans un cynisme inouï. Et ce sont des gens qui insultent le peuple ouvertement. Ces comportements qui a, je dirais, fini par choquer même l'opinion publique. Et la nouveauté, c'est pour ça que je parlais tout au début des mutations, il y avait jusque-là ce que la gauche même appelait un capital moral. Donc Tsipras est arrivé au pouvoir, je me souviens, les Grecs n'ont peut-être pas toujours la mémoire courte, des discours, et justement de cette fameuse phrase nous exercerons le pouvoir différemment et de manière morale, contrairement aux vieux partis népotistes, etc. C'est-à-dire, mis à part le volet, on est face à la Troïka, aux dits créanciers, aux grandes puissances, parce que c'est comme ça. Et là, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Par contre, en interne, et surtout dans ce qui est ce qui tient de la manière dont on va exercer donc, ces pouvoirs, on va le faire de manière, si possible, morale. Et il avait même dit, Tsipras, que nous incarnerons chaque mot de la Constitution. Et là, c'est exactement le contraire. Les scandales financiers, politiques sont toujours là. Il y a des histoires comme ça qui éclatent pratiquement toutes les semaines. Et donc on est dans un comportement inacceptable et je dirais et qui font penser, je dirais, aux pires traditions, entre autres balkaniques, c'est-à-dire en Grèce ou ailleurs dans les Balkans, parce que parfois on a eu des moments dans nos histoires où les classes politiques ont été complètement, quels que soient les bords d'ailleurs, très très défaillantes. Or, Syriza, c'est ça actuellement, avec son allié d'ailleurs qui n'est plus, parce qu'il y avait un petit parti de droite souverainiste, soi-disant, donc, qui a quitté le gouvernement suite à l'affaire macédonienne donc, il y a quelques semaines. Donc, cette gestion, mais aussi la parole et la manière suivant laquelle donc, ils gèrent, ce qu'ils disent aussi est très choquant. Donc,
pour revenir évidemment au cœur de votre question, cette gauche est en faillite totale. J'oserais même un certain pronostic, la gauche est morte, je parle de la Grèce, et les Grecs n'iront pas vers, je dirais, des solutions, discours des gauches pendant des décennies. Donc, ils ont été vaccinés. Aux prochaines élections, vous pensez qu'il y aura un retour de formation de droite Oui, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, d'après les sondages aussi, très probablement, bon, le premier parti serait celui de Mitsotakis, la Nouvelle Démocratie, donc qui est la formation centre-droite, donc historique. Après, toute la question est, est-ce que Mitsotakis aura donc la majorité absolue au Parlement, donc plus de 150 députés, parce que l'hémicycle grec compte 300 élus. Mais les Grecs, quelque part, lorsqu'ils vont, donc, on va dire, opter pour Mitsotakis et la Nouvelle Démocratie, ils savent que, fondamentalement, la politique vis-à-vis de la Troïka est la même. Donc, ce n'est pas une autre politique. Donc, c'est aussi, je dirais, quelque part présenté, je ne dis pas orchestré par un certain systémisme qui consisterait à écœurer les gens, évidemment, des agissements silisistes de la gauche. Comme ça, comme on est écœuré de ce qui se passe maintenant, on s'est dit, voilà, on va du moins les dégager, parce que c'est ça, il y a un dégagisme, hein, il y a un discours très, très fort, c'est-à-dire, pour vous qui partent, et puis bon, voilà. Mais, lorsque je discute avec ou j'entends même des gens qui peuvent être entre le politologue universitaire, Kondogiotis pour ne pas les nommer, puis un chauffeur de taxi, ou le pompiste du coin, il y a une analyse qui est fondamentalement vraie et pratiquement la même, c'est que le problème politique grec, pour aller au-delà et dépasser, c'est-à-dire briser ces carcans, n'est plus seulement un problème politique au sens d'alternance des partis et des formations, est un problème des régimes. Donc en réalité, on devrait changer de régime politique. Kondogiotis le dit de manière très ouverte, on devrait balayer tous les partis politiques, tout. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus le droit d'être représentés et par une constituante mettre en place une autre manière et surtout d'autres représentants tout en restant dans un cadre démocratique d'après donc les politologues et universitaires Kondogiotis. Vous allez me dire, mais comment? Personne ne sait. Et après, d'en bas, ce qu'on appelle parfois du pays réel, on peut entendre des discours, effectivement, il faut balayer tout ça. Et puis de toute façon, même si c'est un homme fort qui arrive, peu importe, parce qu'on est déjà dans une forme de dictature, et ce qu'on entend le plus souvent, et puis sur Internet, évidemment, il y a une amplification de certains discours poussés à l'extrême, donc il faudrait, je cite toujours, fusiller les politiciens. Donc c'est une situation où même lorsque donc, les Grecs vont aller voter, d'ailleurs on ne connaît pas évidemment
de combien y aura-t-il d'abstention. Ils savent que le problème, ils le savent parce que ce n'est pas théorique, c'est pratique, c'est-à-dire c'est tout un système politique qui est en faillite, c'est-à-dire ça va de la soi-disant extrême gauche, en tout cas ceux qui sont au Parlement, donc ça va du Parti communiste sclérosé, staliniste, jusqu'à l'Aube dorée, soi-disant parti donc anti-système, mais en réalité avec un noyau dur néo-nazi et puis des agissements qui arrangent aussi la bipolarité, on va dire, que Syriza, entre autres, voudrait faire passer en disant voilà, ce sont des fascistes. Donc ça les arrange, mais finalement, le résultat, c'est nul, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Alors, la Grèce a connu en 2008 un mouvement de révolte spontanée, violent, très violent dans tout le pays. Est-ce qu'on peut voir reparaître justement une révolte qui embraserait une partie de la population? C'est une question très difficile parce que donner une réponse... des premiers abords, je dirais que le pays est fatigué. Que, comme on disait parfois jadis, les forces vives manquent et la nation avec. Et il ne faut pas oublier que entre 2008 et surtout 2010 et maintenant 2019, la Grèce a perdu à peu près entre 500 et 700 000 Grecs, qui plus est jeunes. Donc jeunes, des gens, on va dire 20-25 ans, jusqu'à 40-45, qualifiés, formés, ou en tout cas vaillants, des gens donc qui pouvaient faire quelque chose, on va dire, en termes de travail et des réussites professionnelles, donc ils ne sont plus là. Donc, des fois, lorsque je regarde des photos justement de 2008 et aussi de la période 2010-2011 avec les fameux mouvements des indignés qui a quand même duré quelques semaines, ça pourrait, toute proportion gardée, évoquer la situation française actuelle avec les gilets jaunes. Donc les indignés en Grèce ont duré quelques semaines entre mai et juillet 2011. Les places étaient pleines, il y avait des initiatives populaires, citoyennes, il y avait parfois 300 000 personnes dans les rues d'Athènes, ce qui quand même, je dirais, c'est important parce que c'est un pays qui fait 10 millions d'habitants. Mais en regardant ces photos, parfois j'en publie quelques-unes encore sur le blog en disant voilà ce qui s'est passé en cette époque-là, je me demande, en regardant donc des jeunes gens sur les clichés numériques, sont-ils encore en Grèce, ces jeunes-là? Que font-ils? Donc, après, je reste, je dirais, réservé et dubitatif, puisque il y a premièrement donc, une population qui est vieillissante, donc théoriquement moins apte à quelque part s'est soulevé. Puis il y a un autre phénomène qui est très important, et dont de ce point de vue je dirais que l'exemple grec devrait être quand même observé par les autres peuples, c'est que le fait de paupériser une bonne partie de la population et de faire passer la classe moyenne de 70 à 30% fait qu'on est dans un certain survivalisme. Donc en fait, les revenus ne sont plus les mêmes, les gens ils essayent de se débrouiller, et ce qui compte c'est remplir la gamelle pour les lendemains ou pour la semaine. Donc ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Cette population a subi, d'ailleurs ça a été calculé, je dirais, de la part
qu'on appelle ceux qui tiennent les vrais pouvoirs, c'est-à-dire on est dans des chocs, c'est un peu Naomi Klein, mais là ce sont des chocs permanents, donc en fait on ne va pas se lever et puis se relever pour dire on dépasse les chocs, donc on réagit, et positivement, qui plus est avec un projet, parce que bon, après c'est révolté, oui, mais qu'allons-nous faire par la suite? Et donc c'est pour ça que je me dis que quelque part, à mon avis, j'espère me tromper, ce qu'on appelait jadis le kéros, c'est-à-dire le temps de l'opportunité quant à l'action, s'est situé quelque part entre 2010 et 2013, peut-être 2012 même. Et c'est une époque, donc je l'ai très très bien senti et vécu, où comment dire, les peuples n'étaient pas aussi paupérisés. Donc il espérait, il n'était pas donc autant préoccupé par ses propres affaires qu'on dit privées, c'est-à-dire survivre, et en plus les liens familiaux, sociaux, amicaux étaient beaucoup plus forts, ce qui n'est plus le cas. Donc on a vu que finalement, surtout avec une récupération, à mon avis, programmée de cette velléité de révolte de la part du peuple grec par un calendrier politique voire électoral, c'est-à-dire via Syriza et son allié, le petit parti ANEL, en fait on a désamorcé cette révolte du peuple grec en temporisant et puis surtout en gagnant du temps pour avancer les programmes austéritaires, et donc cette mutation du pays. Elle est temps de se réveiller. On a un référendum en 2015, lequel est trahi, donc là c'est encore un choc, pour arriver à nos jours avec l'affaire macédonienne et un accord qui ne passe pas. C'est un accord qui a été signé donc, entre le gouvernement grec et celui de la Macédoine slave, donc Skopje, qui n'est pas accepté d'ailleurs par les deux peuples, en réalité, pour des raisons différentes, et qui a déclenché par contre là des manifestations immenses. Mais en deux mots, l'accord porte sur quoi? Parce que c'est une question qui n'a quasiment pas été évoquée en France. Alors, c'est une affaire dans l'affaire. Premièrement, cet accord n'était pas du tout prévu dans la politique Syriza, en tout cas affichée. Lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, même si les positions de cette gauche issue donc originalement du Parti communiste ne sont pas tout à fait en opposition et en contradiction avec ce qu'il fait actuellement. De toute façon, il n'est pas arrivé au pouvoir en disant, vous savez, je vais faire ça, je vais signer un accord pour régler, entre autres, le dit problème du nom. Est-ce que donc le pays voisin peut ou doit s'appeler Macédoine, comme la région grecque voisine? C'est l'ancienne république, ex-république fédérale de Macédoine depuis 1945, voilà. Qui d'ailleurs jusqu'à l'époque des Tito portait le nom de Vardarska, c'est-à-dire la région du Vardar. Et cette affaire est une affaire historique longue, donc elle date du traité de Berlin du 19e siècle, 1878 au-delà. Il y a plusieurs points de vue, et de toute façon, ni du côté de nos voisins, du peuple voisin des slavo-macédoniens, ni du côté grec, il y avait une telle urgence que de les régler maintenant. Donc, l'ex-République fédérale de Macédoine,
qui d'après l'accord entre Tsipras et le Premier ministre Zaev s'appelle la Macédoine du Nord, ce qui est inacceptable pour les Grecs, mais pour une bonne partie des habitants de ces pays, n'était pas forcément un problème. De toute façon, la plupart d'autres pays, il me semble 140 pays dans le monde, l'avaient tout simplement reconnu sous le nom de Macédoine, ce que les Grecs n'acceptaient pas. Mais après tout, des relations entre les deux pays existaient, et ce qui quand même importait de leur point de vue, je parle donc du pays voisin, ce serait que les Grecs les reconnaissent sous cette forme-là. C'est-à-dire que ce soit les Français, les Allemands, les Russes, les Américains, on va dire les Croates, les Égyptiens, à la limite, oui, pourquoi pas, mais l'important, c'était vis-à-vis de la Grèce. Donc il n'y avait pas d'urgence dans ces cas-là. Et cet accord a été initié par 3 facteurs exogènes. Donc ce sont des initiatives, on va dire, internationales, ou plus exactement en partie issues de ce qu'on appelle la mondialisation. Premièrement, les États-Unis qui veulent incorporer tous les pays des Balkans dans l'OTAN, contre donc l'influence russe. Là, on est dans les mondes slaves et pas seulement, parce qu'il y a aussi l'Albanie. Et donc, cette histoire de l'affaire du nom pourrait provoquer potentiellement le veto de la Grèce, voire parfois de la Bulgarie. Parce qu'il y a aussi un contentieux avec la Bulgarie. Et ensuite, il y a la volonté de l'Allemagne donc de quelque part créer une sorte de petite cour, on va dire ces petits pays balkaniques, plus ou moins contrôlés. On est entre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. C'était toujours... en fait, on revient au XIXe siècle dans un sens où, lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, donc les nationalités et les pays se sont retrouvés tout naturellement, parce que c'est ça la géopolitique, entre les petits et les grands, balancés et sous influence des uns et des autres. Et il y a un troisième facteur donc, qui a poussé à cet accord. Donc, il y a la volonté allemande, mais affichée, c'est-à-dire là, on n'est pas dans le conspirationnisme. C'est-à-dire il y a un voyage donc, de la chancelière Merkel donc, à Skopje pour faire passer l'accord, comme il y a, quelques jours avant, comme il y a un voyage de la chancelière Merkel à peu près 2 semaines de la ratification de l'accord par le Parlement grec à Athènes, pour exercer une pression. Déclaration de Moscovici, des déclarations de, je dirais même, oui, le président Macron aussi a dit son mot. Donc il y a, je dirais, des facteurs exogènes, donc d'autres pays, des puissances, Bruxelles aussi, et l'OTAN évidemment, qui poussent. Et évidemment, de l'autre côté, il y a la Russie qui freine pour ces raisons. Et il y a un autre facteur qui est énoncé de manière ouverte en Grèce, c'est entre autres les financiers Soros, qui n'a rien de conspirationniste au sens où on l'entendrait ici, parce que il semblerait, enfin, d'après ce que j'arrive à comprendre, dès qu'on évoque donc, les agissements de M. Soros ici, tout de suite on est traité d'antisémite, de ceci ou de cela. Non, Georges Soros est un financier qui ouvertement donc, finance Skopje depuis les années 90. Une fois donc l'accord ratifié du côté de Skopje suite à un putsch parlementaire, suite à un référendum invalidé par la population puisque la participation n'a pas été conforme à la Constitution, mais néanmoins ça passe. Et puis une fois que l'accord est passé comme elle est passée à Skopje, donc le financier Soros fait photographier avec le Premier ministre donc, de la Macédoine du Nord, si vous préférez, M. Zaev. Donc voilà, on a gagné. Et en même temps, on a en Grèce
propos tenus de manière officielle. Ça devient hallucinant parce que on a à l'époque le ministre de la Défense, Kamenos, qui est du parti ANEL, donc des Grecs indépendants, la droite dite souverainiste avec Syriza, et qui gouverne avec Syriza, et qui, en plein Conseil des ministres, va dire devant tout le monde qu'il y a eu 25 millions d'euros que Soros a donné pour faire passer l'accord. Il n'y a pas de démenti. Tsipras ne réagit pas. Il vise son collègue, le ministre donc des Affaires étrangères, Kodias. Ensuite, quelques semaines plus tard, il dira que Soros a plutôt arrosé la Grèce à hauteur de 250. C'est devenu 10 fois plus. Donc le montant. Et donc, il y a des gens qui sont, je dirais, nommés. On dit, voilà, tel monsieur au ministère des Affaires étrangères qui est haut placé, donc travaille aussi pour monsieur Soros dans telle ou telle organisation, et c'est vrai. Il y a une société privée, une entreprise qui obtient les marchés de l'octroi des visas de tous les consulats grecs au monde à d'autres ressortissants. Et puis Kamenos dit mais ça c'est une société Soros. Et puis le ministre, parce qu'il a démissionné par la suite, Kodias, finit par admettre que c'est vrai, mais qu'au bout de 27 sociétés écrans, il ne pouvait pas, soi-disant, savoir que la toute dernière c'était Soros. Donc tout ça, je ne dis pas qu'il y a à manger et à boire, mais il y a des faits, il y a même des articles de Georges Soros et de son fils Alexandre sur les dossiers macédoniens, là, récents, qui se félicitent, etc. Il y a un membre de la famille Mitsotakis, un peu éloigné, mais néanmoins son parent, c'est une dame donc, qui préside une des structures Soros en Grèce. Donc tout ça, ça commence à être, je dirais, visible. Et alors, c'est une situation très très mauvaise. On n'est pas dans le clair. Et justement, pour finir sur cette question, en dépit des réalités géopolitiques et des raisons qui attendent sur l'affaire macédonienne, la question qu'on peut se poser, que ce soit la Grèce, le pays voisin ou les autres pays, elle est très simple. D'où vient-elle la légitimité de M. Soros quant à jouer au distributeur des cartes ou des frontières? Est-il élu? Voilà. Merci Panayotis. Merci. Ce ne sera pas le mot de la fin parce que nous pouvons vous retrouver, les lecteurs français peuvent vous retrouver sur le blog Greek Crisis, oui. N'est-ce pas? Et qui permet de se renseigner très régulièrement sur la situation de la Grèce, les problèmes nationaux et les problèmes internationaux, avec des aperçus extrêmement riches et souvent très attristants sur la vie quotidienne du peuple grec. Je dirais aussi, avant de terminer, que vous, pour survivre justement, vous animez une société de tourisme qui s'appelle Terra Incognita et qui propose à des touristes qui veulent vraiment connaître la Grèce de faire des voyages culturels, historiques dans tout le pays. Oui. Voilà, donc on peut s'adresser à vous, oui, avec plaisir, par l'intermédiaire de la Nouvelle Action Royaliste pour avoir les renseignements sur ces activités à la fois touristiques mais de tourisme culturel. Et un tourisme, enfin, je dirais intelligent, c'est-à-dire des gens qui veulent réellement découvrir sans oublier un regard critique. Voilà. C'est cela, c'est-à-dire que vous pouvez faire découvrir la Grèce ancienne, celle que les Français connaissent un peu, mais aussi l'histoire de la Grèce moderne, l'histoire de la guerre. Vous êtes un spécialiste d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale en Grèce.
et également la Grèce des colonels et la Grèce de la crise qu'on apprend à voir avec vous. Oui. Voilà. Merci encore. Je vous remercie. Merci beaucoup.